Venez, s'il vous plaît. Vous voulez parler? Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes cité à la barre de ce tribunal par Monsieur le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et vous avez des droits en tant que tel, parmi lesquels vous pouvez, devant le public, vous pouvez le dire. Quel est votre nom? Keita Namori. Quelle est votre profession? Votre date de naissance d'abord ou votre âge? 19 novembre 1952. 52. À Kindia. Quelle est votre profession? Je suis à Nongo. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec les personnes qui sont assises dans le box des accusés ou avec les différentes parties civiles de cette affaire? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous? Non. Des liens d'alliance? Non. Aucun lien, dites-moi. Pardon? Aucun lien? Aucun lien. Alors on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi assez tôt, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15, 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu à la radio, comme tout le monde, qu'il y aurait une manifestation au stade du 28 septembre, en passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne, avec les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde 24 heures sur 24 dans les hôpitaux de façon générale. Et puis je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Parce que je profite de ces jours-là pour rédiger les cours et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons, et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, j'ai pensé que c'était des explosions. Et puis, après, il y a eu des bruits répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait, et s'il avait entendu la même chose que moi, il me dit oui, monsieur, mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. Je dis ah bon. Donc, je suis resté dans mon bureau. Il m'a appelé parce qu'il a quitté. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit? Il me dit, il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service, parce que les services qui viennent puissent être pris en charge, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment, et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et vers le stade,
et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc, nous nous sommes déplacés avec 5 ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital, où j'étais moi-même, où il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, il y avait 2 assurances de Médecins Sans Frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Rouge guinéenne, et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc 5 au total. Nous avons pris la direction du stade qui n'est pas bien loin. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées, complètement fermées. Je suis descendu avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'était nous qui étions dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nuit, avec, je crois que c'était les anti-gangs. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin et que, vu la situation, nous étions venus, et comme il le voyait, il le constatait, il y avait 5 ambulances. Nous voulons entrer dans le stade pour récupérer les blessés s'il y en a. Alors, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit s'il vous plaît, attendez, parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. Je lui ai répliqué, je dis, mais il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes venus en force. Il m'a dit, non, je prends référence auprès de mes chefs. Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé. Je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit, ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés et nous allons vous les amener à l'hôpital si c'est nécessaire, sinon nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. On a dit, d'accord, puisque c'est votre décision. Nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers, parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixine Bora, à l'Andrea Port, et puis dans le quartier de Dixine. Nous sommes ainsi sortis, les 5 ambulances, se suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de l'Andrea Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Alors je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre que moi j'étais médecin, que je n'avais rien à voir avec quoi que ce soit. J'essayais de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit, ne discute avec personne, nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. Alors sur ces faits, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, hein, ça je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de bérets rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça, en nous voyant passer. D'autres nous faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine Bora, vers là où habite M. Mamadou Silla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là, des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient, et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves.
Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ce que nous avons récupéré à l'équipe qui était sur place. Et puis, nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences. Et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Alors, les médecins et le personnel infirmier se sentis frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant « tuez-nous tous, si c'est ça votre vœu ». Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, 2, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés, ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venues. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient restés. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à recevoir les femmes violées qui ont pris le courage après de venir à l'hôpital. Voilà ce que je sais de la situation du 28 septembre. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et nous avons continué le travail. Je suis rentré ce jour-là à mon domicile aux alentours de 21h parce que tout le monde me conseillait de ne pas partir très tôt, d'attendre que la situation se calme avant de partir. Et c'était le cas aussi pour mes autres collègues, chefs de service qui étaient dans l'hôpital. Ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure, parce que ça fait... Il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Hein. Non. Et quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, les grilles, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade et que vous allez... vous avez des grilles qui sont là. Ces grilles-là étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade? L'esplanade centrale, là. Il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de grilles. Et ces grilles-là étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder? On nous a dit, puisqu'on était un certain nombre, qu'on ne pouvait pas y accéder. Et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu? Non. C'est après que vous êtes venu dans le quartier et que nous avons récupéré des blessés. D'abord, vous avez dit vers le quartier L'Andrea Port. Vers le quartier L'Andrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les bérets rouges sont venus vous... Oui, nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. Vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les bérets rouges étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont
ligués pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade? Vous l'avez dit? Avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint. Pendant que nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement des secouristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières, et puis la Croix-Rouge guinéenne et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir. Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur votre présence au stade, à l'Esplanade. Vous êtes arrivé à quelle heure? L'heure, je ne m'en souviens plus. Vous êtes venu pendant que le massacre était terminé? Alors, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé, nous nous sommes dit qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venues à l'hôpital. C'était la raison d'ailleurs de notre départ de l'hôpital et c'était pour ça. À l'Esplanade, est-ce que vous avez rencontré des citoyens, des civils? Non. À l'Esplanade? C'était désert, il n'y avait plus que des agents de sécurité partout. Alors, quels sont les agents, quels sont les corps que vous avez remarqués? Le corps que nous avons vu, en tout cas, à la porte, c'était les anti-gangs, ceux qui portent des genouillères et des machins et des casques là. C'est ceux-là là que nous avons vu. Des policiers de CMS? Des policiers. CMS. Voilà, c'est ça. Ok. Vous avez échangé avec qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur? Je ne le connais pas. C'est un policier. C'est un policier. Un policier. Vous ne le connaissez pas? Non. Il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade? Il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie. Et après conversation avec sa hiérarchie? Il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. D'accord. Alors, quand vous êtes revenu à Dixine, dans le quartier, vous dites avoir rencontré des militaires bérets rouges. Oui. Qui étaient armés. Hein? Armés. Quel était leur comportement dans le quartier? Bon, ils avaient l'air assez énervés et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de toutes leurs... Pour le médecin que je suis, je pense que, bon, ils avaient peut-être... en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait... Ils n'avaient pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressifs. Ils étaient agressifs. Oui. Est-ce qu'ils n'étaient pas, selon votre analyse, ils n'étaient pas dans le quartier pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade? Ils n'étaient pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier? C'est possible. Selon votre analyse. C'est possible. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un, une autorité militaire dans ce groupe? Non. De bérets rouges, vous n'avez remarqué personne? Non. Je pense que c'est des bérets rouges de base. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon. Je crois qu'il y avait non. Non, non. Aucun d'eux n'avait un galon. Ils avaient le béret rouge, ça c'est sûr. Ils avaient des fusils d'assaut. Et puis voilà. Donc vous confirmez que c'est les bérets rouges? Ça, c'est les bérets rouges, c'est sûr, parce qu'ils avaient le béret rouge. Alors nous allons revenir sur la question de la prise en charge. Quand vous avez réussi à avoir certains blessés, pour les conduire aux urgences de Donka, je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps dans l'enceinte de Donka.
Bon, ça, je crois que c'est des militaires normaux, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient dans des tenues vertes. Je crois que c'était des tenues vertes, le vert militaire. Là, et qui avaient, certains avaient des calots, d'autres avaient des casques. Ils portent des bérets rouges? Non, ceux-là, là, je ne les ai pas vus avec des bérets rouges. Quelle était leur attitude? Puisque vous avez parlé de quelque chose. Ils avaient une attitude agressive. Agressive? Oui. Même envers le corps médical. La preuve, ils ont jeté une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment. En ce moment? Oui. C'était la journée? C'était dans l'après-midi. Je crois que c'est aux alentours de 17h peut-être, je peux dire. Parce que nous, on est revenus du stade, peut-être un peu plus tard, parce que le soleil était vraiment en train de se coucher, quoi. Je pense. Professeur, je voudrais que vous confirmiez cela, la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Il n'était pas dans auparavant, quand il y a des questions, des mouvements qui conduisent à des débordements, vous recevez des victimes. Est-ce que ce jour, l'atmosphère qui régnait à Donka était la même atmosphère au Cap? Est-ce que c'était la même atmosphère? Non, ce n'était pas la même atmosphère. Il y avait une atmosphère de colère et de révolte. De colère et de révolte parmi le corps médical. Émanant des forces de défense et de sécurité. Ça, c'était, je ne sais pas, un sentiment de haine envers ceux qui... c'est le sentiment que nous avons eu, parce qu'ils étaient très offensifs, en fait. Très offensifs. Oui. Vous étiez là-bas. Les événements ont commencé à votre présence. Vous avez entendu les prédictions. J'étais au bureau, dans mon bureau. Vous avez pris le soin d'aller au stade. Vous avez... Après. Avec des ambulances. Vous avez pris certains blessés pour les conduire aux urgences. Professeur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à apprendre l'irruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka? Est-ce que vous avez appris cela? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là. Vous n'êtes pas allé à... Je n'étais pas là, mais les gens, enfin, mon équipe de garde qui était sur place m'a dit qu'il y a eu une éruption de bérets rouges au niveau de la pharmacie de l'hôpital. J'en ai entendu parler. J'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit, mais je n'étais pas là physiquement en ce moment-là. Mais qui vous ont confirmé effectivement qu'il y a eu ça, oui. Qu'il y a eu l'éruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka. Voilà. Parce que vous savez, le service de gynéco, il est au fond de l'hôpital. Hein, et les urgences, c'est au début de l'hôpital. Donc quand ça se passait, j'étais certainement vers la maternité, vers mon service. Sur la question des femmes victimes de viol, à quel moment précisément votre service, étant le chef de service de la gynéco, vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Alors, en réalité, le même jour, l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes victimes de violences. Alors, l'histoire qu'elles racontaient le plus souvent, c'est qu'elles ont été attaquées, déshabillées, et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elles par la manière forte. D'autres ont utilisé des baïonnettes. J'étais pas là, hein. C'est ce qu'elles ont raconté à l'équipe qui était là. Ils ont utilisé des baïonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois dans le vagin. Et lorsque les femmes ont été examinées, il y avait des traces, bien sûr, de blessures au niveau vaginal, au niveau des parties internes, des cuisses, etc. Il y avait en tout cas des lésions et parfois quelques débris de bois, selon l'équipe qui était là, avaient été pris dans le vagin des femmes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Professeur, merci d'être venu et merci pour la clarté de vos déclarations. Est-ce que, professeur, vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées? Non, parce que ce jour-là, on était très occupés et nous nous sommes occupés surtout des femmes. Mais je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés et dans toutes les salles, il fallait chercher à mettre les pieds pour pouvoir circuler parce qu'il y avait des blessés partout par terre et même dans les couloirs. Ça, je peux confirmer ça. Mais le nombre, je ne peux pas vous le dire parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure. Et ces blessés se lamentaient beaucoup. Beaucoup de blessés se lamentaient, effectivement. Il y en avait qui avaient des blessures graves à la tête et dans l'autre partie du corps. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les propos tenus par les bérets rouges à votre égard dans le quartier Landrea. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Les bérets rouges nous ont dit que de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation paieront et qui n'allaient pas se laisser faire. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on leur a dit, nous sommes des médecins. Nous sommes du corps médical. Nous essayons de faire notre travail. Il n'y a rien derrière. C'est pour cela que nous circulons. D'accord. Et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver des vies? On nous a refusé l'accès au stade. En fait, en tout cas, la personne qui était là a dit que ce n'était pas à elle de prendre la décision, qu'il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie. Il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone. Il a appelé. Après, il est venu nous dire, non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas violent du tout, très respectueux. Nous allons nous occuper des blessés qui sont là. Donc certainement, sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade. Probablement. Et vous, votre seule intention ce jour, c'était de sauver des vies? C'était juste de sauver des vies, essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardée. C'était d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade. Et c'est ce qu'on vous a refusé? Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort? Des personnes qui ont trouvé... Non, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas nous qui gérons les cas de mort. Les morts sont généralement, à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là, aux urgences. C'est une fois que le décès est constaté, il y a un certificat qui est donné et la personne est déposée à la morgue. Mais il peut arriver, parce que tous les décès à l'hôpital passent par le bureau des entrées. C'est-à-dire la personne est déclarée, la mort est constatée et la personne est transférée à la morgue. Et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau, est-ce qu'il y avait eu des cas de mort? Non. D'accord. Vous dites qu'il y avait 5 ambulances. 5. Et toutes ces 5 ambulances étaient allées au stade? Dans tout le quartier, on a fait tout le tour ensemble. Mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargées pour les raisons que je vous ai évoquées. Les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux, mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés. Mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent. Et nous, on les a promis qu'on viendrait plus tard. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à sillonner? Oui, Landrea. Landrea Port. Et puis le quartier de Dixine-Bora. Dixine-Bora. Et puis le grand quartier de Dixine jusque vers le centre de santé de Dixine. Dans cette zone-là, aussi vers la mosquée. D'accord. Nous sommes passés dans toutes ces zones-là. Nous avons pris toutes les ruelles de façon systématique. Et dans tous ces quartiers, il y avait des blessés? Il y avait des blessés. Qui étaient certainement dans des différentes familles. Et puis il y en avait qui n'étaient véritablement blessés, mais qui avaient peur et qui étaient cachés là.
Et donc ils sont venus à l'hôpital, parfois ils n'ont reçu aucun soin, mais ils avaient peur, ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé. Et ils considéraient que l'hôpital était un endroit sécurisé. Ils sont venus là jusqu'après, dans la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et professeur, vous étiez ce jour à l'hôpital, vous avez sillonné les quartiers, vous avez été au stade. Quelle est l'analyse que vous avez pu faire ce jour, de tout ce que vous avez eu à constater? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire. L'analyse que je fais, c'est que la bêtise humaine peut aller trop loin. Parce que je considère que ce qui s'est passé, c'est tout simplement la bêtise humaine. Et que ça n'avait aucune explication. Ça n'avait aucun sens pour moi. D'accord. Merci, docteur. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet, c'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là. Et puis pour des collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin, ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je dis, ah bon? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même? Non. Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Onka. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de M. Moussa Dadis Camara, qui était président alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Cette visite-là, vous avez trouvé à l'hôpital? Non. 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 Alors, le ministre de la Santé, M. Abdullah Chérif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdullah Chérif Diaby à l'hôpital d'Onka? Je ne l'ai pas rencontré, mais il est venu, effectivement, ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais va-et-vient. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdullah Chérif Diaby? Non. Donc on parlait de sa présence et c'est tout. Bien. Professeur, vous êtes médecin.
le jour de ce massacre-là, vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse de viol, enfin la notion de viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées? La notion de viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus, effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat. Le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences de graves conséquences. Ça veut dire, professeur? Ça veut dire les problèmes psychologiques. Des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH, la grossesse, post-viol. Tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous, votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol collectif, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certaines l'ont dit. Dans notre jargon à nous, je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous, on parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoqué, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes, elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Se sont déshabillés de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers, beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'Andréaport qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les amenant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là. Mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeur. Ça ne souffre l'ombre d'aucun doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient ou qui étaient leurs agresseurs, et vous ont dit que si c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes? Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps de bérets rouges ou un autre corps? Je ne sais pas si elles font la différence, et nous, en réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient, ce sont des militaires, et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments, elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit, ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle? Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur? J'avais confié à 3 de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière.
d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Et elle était hospitalisée en psychiatrie pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine. Je l'ai perdu de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine et vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue. Puisqu'elle a été vue plusieurs jours après. Je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même, elle a été accompagnée par 2 dames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle était pas bien. Affreux. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viols et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier, celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après, parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29, je crois. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Siriman Kouyaté, je crois. Yeah. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Parce qu'on avait été appelé avec le professeur Hassan là-bas et la directrice à l'époque, pour dire y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci professeur pour cet acte citoyen. Bonjour, maître. Et en ce moment-là, au moment où nous sommes sortis, il n'y a pas eu de viol en ce moment. Enfin, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne faire un acte de viol. Ils sont également poursuivis pour incendie volontaire. Lorsque vous êtes sorti de l'hôpital, et le test de la rencontrée en termes d'incendie de magasin, des habitations, reconnaissance. Dans la zone où j'ai circulé, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas répondre à cette question puisqu'en dehors de la zone, j'y étais pas. Ensuite, ils sont poursuivis pour l'assassinat. Le fait de donner la mort avec préméditation et caprice. Alors, parmi eux, qu'est-ce que vous avez vu? Quelle a donné la mort? La demande de mort. Je peux vous assurer que pendant tout le processus, aussi bien à l'hôpital qu'en allant au stade, je n'ai rencontré... j'étais dans l'ambulance,
Je n'ai rencontré aucun d'eux. Non. Non. Ils sont également poursuivis pour torture. Dites-nous, Les manifestants, oui. Merci, nous devons votre équipe. Merci. ils sont également poursuivis pour non-assistance de personnes en danger. Parmi eux, qui vous a empêché d'accéder aux blessés au stade? Un policier que je ne connais pas, qui a appelé sa hiérarchie, et la hiérarchie lui aurait dit de ne pas nous laisser entrer au stade parce qu'ils allaient s'en occuper. Bien. Donc vous n'avez rencontré personne parmi eux? Non. D'accord. Ils sont également poursuivis pour complicité de l'ordre. Faites donner volontairement la mort. Parmi eux, qu'est-ce que vous avez vu en train de donner la mort à des manifestants ou à des citoyens le 28 ou les jours qui ont suivi? Vous avez parlé de complicité, non? Non, meurtre. Complicité de meurtre. Oui. Je ne peux pas établir, moi, en tant que médecin, une complicité de meurtre. Je n'en ai aucun moyen. Ils sont également poursuivis pour outrage à agent. Pour Outrage à agent. Est-ce qu'un seul a outragé un agent par devant vous dans l'exercice de ses fonctions? qui? Parmi eux. Parmi eux, non, mais il y a eu des militaires qui ont essayé de... Enfin, qui ont jeté une bombe lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Des militaires? Des militaires. Que vous ne pouvez pas identifier? Non. Très bien. Le parquet également les poursuit pour séquestration. Est-ce que vous avez appris que parmi eux, il y en a qui ont séquestré ou vous avez assisté? Appris ou vu? Oui. Ben, comme tout le monde, hein, de la population, nous avons tous appris qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été torturés. Ça, tout le monde a appris ça. D'accord. Mais vous n'avez pas vu? Pas vu. D'accord. Il y a également l'attentat à la pudeur. Est-ce que vous les avez vus commettre des actes impudiques sur des citoyens? Eux-mêmes? Eux-mêmes. Non. Ensuite, détention illégale d'armes de guerre et de matériel en leur possession. Est-ce que vous les avez vus avec des armes de guerre? Des armes? Des armes de guerre. Nucléaires? De guerre. Ah ben oui, les bérets rouges qui étaient dans le quartier et qui nous ont parlé avec vigueur. Mais pas eux. Les bérets rouges? Dans le quartier. Dans le quartier. Bien. Donc en somme, toutes ces infractions-là, vous ne pouvez apporter aucun témoignage par rapport à leur commission et à leur imputabilité. Moi, je crois que c'est la Cour de décider ça, c'est pas Bien. de mon ressort. Docteur, depuis quand vous êtes à Donka? Depuis de nombreuses années, on va dire comme ça. Depuis 1980, depuis 1979, je veux dire. Depuis 1979. Ouais, je suis maintenant à la retraite et je remercie le Seigneur. D'accord. Un parcours élogieux. Chef service gynécologie. Tout à fait. Quand il y a des événements dans la cité, c'est vous qui prenez l'ambulance pour aller chercher les malades? Ou c'est votre service d'urgence qui vous réfère les malades? Habituellement. Habituellement, Oui. les patients se rendent au service des urgences si Oui. ça relève de la gynéco, ce qui est arrivé, puisque ce sont ceux qui étaient de garde au service des urgences qui ont appelé à la rescousse le service de gynéco pour venir voir les femmes qui disaient être violées, pour en établir les preuves. Docteur, C'est ça notre fonction, oui. habituellement, Oui, vous, en 2008, vous étiez chef de service gynécologie oui, au top. oui, Vous étiez le grand patron. oui. Et il y avait beaucoup de structures qui relevaient de vous.
Les services, les structures du service de gynécologie et de... Qui relevaient de vous. Oui. Voilà. Habituellement, quand il y a des événements de ce genre, ce sont les services des urgences qui vous réfèrent les malades, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour sortir, rechercher les victimes. Qu'est-ce que vous voulez préciser? Précisez votre idée parce que je ne comprends pas la question. Vous êtes le chef service gynécologie. Oui. Quand il y a des événements dans la ville, il y a des cas de viol. Oui. Est-ce que ces cas de viol vous sont référés à travers les urgences, les services des urgences, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour aller chercher ces cas à travers la ville? Les cas nous sont référés. Pardon? Les cas sont référés. Sont référés, d'accord. Parce qu'on n'est pas censé être au courant de l'existence de ces viols-là. D'accord. Et donc les gens nous sont Donc, référés. au service des urgences, il y a les représentants de toutes les structures. Corrigez-moi hein, si je ne suis pas médecin. C'est oui ou non? Sauf le service de gynéco qui prend en charge ses propres urgences. Puisque c'est une autre situation. Une femme enceinte ne peut pas venir au service des urgences pour se présenter alors qu'elle a besoin d'être prise en charge tout de suite. Oui, mais une femme en état a commencé depuis la base. Ça, ce n'est pas un cas de viol. Mais vous avez dit dans votre question, allez-y, si les gens viennent, que tous les services étaient représentés aux urgences, je vous ai dit non. Tous les services y sont, sauf le service de gynécologie, qui prend ces urgences en charge directement dans le service. Sauf cas de force majeure, d'une situation qui arrive, et que dans la situation, l'équipe des urgences découvre qu'il y a un problème gynécologique, et dans ce cas, ils font appel au service des urgences du service de gynécologie pour qu'ils se déplacent pour venir voir le patient ou la patiente. Combien de malades les urgences vous ont référé ces jours-là? Je ne comprends pas la question. Combien de malades, combien de personnes victimes de viol les urgences vous ont référé ces jours-là? Les urgences ne nous ont référé personne puisque l'équipe, ils ont appelé au secours pour que l'équipe soit sur place. Sur place? Ben oui. D'accord. Mon professeur, monsieur le professeur, combien de fois vous avez rencontré madame la directrice de l'hôpital ces jours-là, docteur Fatou Sike Kamara? Au moins 2 fois. 2 fois? Au moins, je crois, oui. Où? Au service des urgences. Les urgences? D'accord. Mais elle était à l'hôpital, elle avait beaucoup de travail parce qu'il fallait, je pense, préparer les kits, essayer de mobiliser un certain nombre de choses pour que les urgences ne manquent de rien. Je pense que s'occupait du côté administratif des choses et son adjoint était permanemment, je peux dire, sur place. D'accord. Professeur, excusez-moi, hein, à la veille, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des événements qui devaient se produire au stade à la veille? Enfin, il y avait une manifestation de l'opposition qui était prévue. Tout le monde a écouté ça à la radio. Personnellement, vous étiez informé? J'ai écouté à la radio. À la veille? À la veille, oui. Vous étiez au courant? À la radio, tout le monde a entendu qu'il devrait y avoir une manifestation de l'opposition au stade. D'accord. À quelle heure vous l'avez appris? Dans la nuit. Parce que moi je rentre tard, hein, j'écoute pas la radio quand je suis... C'est dans la nuit qu'on m'a dit qu'il devrait y avoir une manifestation. Et comme d'habitude, hein, les jours qui sont considérés comme fériés et autres, beaucoup de chefs de service de l'hôpital viennent. Ils viennent pour régler des problèmes administratifs et pour s'assurer que l'équipe de garde est bien en place. D'accord. Professeur, vous faites partie des 4 décideurs de l'hôpital, non, à l'époque? Oui, j'étais chef de service. Chef de service. Et vous rendez directement compte à la directrice? Ou il y a un intermédiaire? Pour toutes les activités sont étudiées au cours d'une réunion
Ça s'appelle le monitorage. D'accord. On n'a pas à rendre compte au directeur tous les jours pour les activités qu'on fait. Non, il y a un monitorage qui est organisé qui permet de voir et de passer au peigne fin toutes les activités faites au niveau des services. Le stade est à moins de 2 km de votre centre hospitalier. Oui. Vous êtes un chef de service. Oui. À la veille, vous apprenez qu'il y a des manifestations. Oui. Et qui parle de manifestations en Guinée, c'est qu'il peut toujours y avoir des débordements, des blessés. Est-ce que vous avez pris soin d'appeler madame la directrice pour lui dire, je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations, prenons les dispositions? C'est pas mon rôle, ça. C'est pas votre rôle. L'hôpital a des principes. D'accord. Chaque fois qu'il y a une manifestation, les urgences sont renforcées. Je viens de vous dire que lorsque, au service des urgences, ils ont constaté qu'il y avait un débordement, qu'il y avait beaucoup de blessés, ils m'ont appelé, mes assistants. Monsieur, on nous a appelés parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de problèmes aux urgences. Donc, nous allons voir ce qui se passe et nous vous tenons au courant. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais, s'il vous plaît, on dit le médecin après la mort. Ah bon? C'est ce que nous avons appris. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ah bon? Donc vous supposez que quand il y a une réunion quelque part, il va forcément y avoir la violence. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Professeur. Non, enfin, je vous pose une question à mon tour. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Parce que c'était une manifestation de l'opposition où des discours devaient être prononcés. Très bien. Très bien. Mais est-ce que je dois déduire qu'il va y avoir violence à cause de ça? C'est ce que vous êtes en train de me poser comme question. Bien. Moi, dans mon entendement, une réunion qui se tient... C'est bon. Hein? Professeur, vous avez appris les tractations qui avaient eu lieu? Comment voulez-vous que j'apprenne ça? Moi, je suis médecin. Les démarches qui avaient été faites. Quelle démarche? Pour que la manifestation soit reportée. Je ne suis pas au courant. N'était pas au courant. Je ne suis pas un homme politique. Voilà. N'importe qui pouvait apprendre qu'il y a manifestation, mais vous, en raison de votre position, de votre statut de médecin, chef, je voudrais juste savoir si vous n'avez pas été inquiet de provoquer une réunion pour prendre les dispositions, au lieu que le lendemain, vous ne sortez en 2 ou 3 personnes en ambulance. Il a répondu à cette question. Une autre question. D'accord. Docteur, vous étiez parti à bord de combien d'ambulances? Je crois que j'ai dit ça déjà. Vous étiez au nombre de combien? Dans chaque ambulance, il y avait au moins 3 personnes, je pense. 3 personnes. Excusez-moi, combien d'ambulances? 5. 5. Or, madame la directrice nous a dit ici, sauf erreur de ma part, que l'hôpital ne disposait même pas d'ambulance, qu'il n'y avait qu'une seule ambulance. Mais c'est ce que je vous ai dit, que j'étais dans l'ambulance de tête qui appartenait à l'hôpital et que les autres ambulances appartenaient à des organisations. Il y en avait 2 de Médecins Sans Frontières, une de la Croix-Rouge et une des sapeurs-pompiers qui étaient bien présents ce jour-là. Qui étaient dans l'enceinte de l'hôpital ou c'est vous qui les avez fait appel? Les ambulances étaient tous là parce que dès qu'on découvre qu'il y a urgence, les ambulances se regroupent. Comme les urgences devaient venir à l'hôpital d'Onka, les gens de Médecins Sans Frontières se sont dit, nous venons aller à l'hôpital. Puisque de toutes les façons, ils n'ont pas de structure où prendre en charge. Les prises en charge se font à l'hôpital. Donc ils sont venus vers l'hôpital. Ça a été le cas de la Croix-Rouge. Et les sapeurs-pompiers étaient dans leur droit. Ils viennent dans l'hôpital le plus grand et l'hôpital qui s'occupe habituellement. C'est pour cela qu'ils étaient présents. On a eu à faire appel à personne. En tout cas, quand moi je suis venu, les ambulances étaient sur place. Et c'est après que nous avons décidé d'aller. D'accord. Lors de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des camions militaires? Il y en a quelques-uns qui passaient, oui. Et il y en avait qui transportaient des blessés ou des morts? Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans parce que les camions avaient des bâches. Ok.
Il y a un témoin qui est passé ici, qui nous a dit qu'une dame l'avait appelé, dont il ne retient plus l'adresse, que c'est lui qui avait autorisé qu'on envoie chercher les corps au stade. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom du représentant de la Croix-Rouge ces jours-là, là-bas? Non, je ne peux pas. On ne sait pas. Non. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous vous étiez rendu à la morgue? Non. Est-ce que des cas de viol avaient débouché à des décès? Non. Pas que je sache. Haute connaissance? Non. D'accord. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes passé devant une commission d'enquête? Oui. Laquelle? Celle qui était présidée par le procureur Siriman Kouyaté. Le président? Oui. Siriman Kouyaté? Oui, le président Siriman Kouyaté. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales qui sont venues ici, la Cour pénale internationale, le Haut Commissariat aux Nations Unies. On est passé devant toutes ces commissions. Ils ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et vous y avez déposé des documents? Ils ont demandé les documents, ce sont les mêmes qui ont été déposés au niveau de la Cour présidée par M. Kouyaté. Vous maintenez effectivement avoir été entendu par la commission d'enquête internationale? Oui. Bon, dans l'une de ses conclusions, la commission indique que la doctoresse Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital Donka, en particulier en relation avec la prise de contrôle militaire de son hôpital et les diverses dissimulations des faits médicaux. La commission a estimé que l'hôpital Donka n'avait pas fourni toutes les informations, toute la documentation. Que répondez-vous pour mieux éclairer leur religion? Je n'ai rien à répondre à ça. D'accord. Dans votre sortie, vous avez pu ramener combien de blessés? Une dizaine, je crois. Parce qu'il y en dizaine. avait quelques-uns dans l'ambulance où j'étais, dans l'ambulance qui suivait. Et comme je vous l'ai dit, les gens avaient peur de signaler, ils nous faisaient des signes et on a promis qu'on allait revenir. Et nous-mêmes, les ambulances avaient peur de garer pour ne pas stigmatiser, puisque les bérets rouges étaient dans le quartier, pour ne pas stigmatiser les concessions. Est-ce que après les événements, votre vie était en danger? Enfin, je n'ai pas eu cette impression. Personne. Et de toutes les façons, j'ai fait mon devoir de médecin et de citoyen. C'était ça mon devoir, d'aller voir s'il y avait d'autres blessés auxquels on pouvait apporter un secours. Personne ne vous a menacé après? Non, pourquoi? Non, je veux le savoir. Non. Merci, Monsieur le Président.